Parfait. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que les cours se passent bien, enfin, que cette pré-rentrée se passe bien. Il y a un petit problème, du coup, on commence 1 heure en avance, donc mon co-tuteur n'est pas encore là, et ce qui fait que d'ici 15 diapos, en fait, il est censé prendre la relève. Donc, je vais essayer d'y aller très doucement, le temps qu'il soit au courant. Donc, attendez, je vais juste enregistrer l'écran. On va faire un partage d'écran. Alors. Ok, parfait. Est-ce que vous voyez? Parfait. Alors, du coup, je me présente une nouvelle fois. Je m'appelle Léa, je passe en 2e année de médecine. Et je vais présenter Fabien, qui est également en 2e année de médecine. Donc, c'est un cours qui porte sur la synthèse et hémisynthèse des médicaments, qui sont donc les 2 méthodes de préparation d'un médicament. Et c'est donc un cours qui fait partie de la matière médicaments. Cette matière-là, elle a un coefficient 3, donc il y aura à peu près 8 questions au concours. Donc, comme pour le cours de SSH, j'ai fait quelques petites précisions. Selon moi, c'est un cours qui est vachement simple par rapport aux autres que vous avez pu voir lors de la pré-rentrée, parce que du coup, il y a pas mal de choses à apprendre simplement par cœur. Il n'y a pas nécessairement de réflexion importante à faire. Concernant ce cours, il est important de faire des annales. C'est vrai que pour la synthèse et hémisynthèse des médicaments, il y a beaucoup d'items similaires qui tombent chaque année et c'est également le cas en LAS. Et là, c'est un peu inutile comme précision, mais vraiment apprendre. Là, c'est important de connaître les dates et les noms des chercheurs et surtout les noms des molécules hémisynthétiques parce que ce sont des notions qui tombent. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'introduction. Ensuite, je vais faire une partie de la partie du coup sur la synthèse des médicaments. Et après, ça sera au tour de Fabien de prendre la relève. Et ensuite, je reprends encore la parole pour parler de l'hémisynthèse. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, la nature, elle a toujours été une source majeure des médicaments. Vous l'avez vu peut-être l'an dernier, mais depuis les civilisations les plus archaïques, l'homme a toujours eu usage des composés naturels, enfin de la nature, pour traiter les maux qu'il avait. Par exemple, au moins 50% des médicaments sont d'origine naturelle, notamment les médicaments pour lutter contre les cancers. Donc, voilà, la nature, c'est une source riche en composés biologiquement actifs pour traiter les pathologies de l'homme, avec du coup les plantes, les venins et les animaux. On en conclut donc que les plantes, c'est une banque riche de composés complexes et de structures très variées. Donc voilà, petite précision sur la nature. Donc, on va continuer avec le panorama des sources des principes actifs mis sur le marché. Depuis 23 ans, Newman et Gordon publient périodiquement donc, ce panorama des sources des principes actifs, PA. Donc, j'ai précisé du coup les auteurs Newman et Gordon. Depuis combien de temps? 23 ans. Et regardez ce schéma. Là, on peut remarquer qu'il y a 3 grands groupes d'origine pour les principes actifs. Déjà, il y a les composés d'origine naturelle. On peut le voir là. Les composés synthétiques. On peut le voir à peu près ici. Du coup, ça fait à peu près ça. Et les composés issus des biotechnologies, qui fait ça. Donc, à retenir, j'ai mis en rouge, en fait, les choses qui sont importantes selon moi. Donc, les auteurs Newman et Gordon. Et du coup, les 3 grands groupes d'origine pour les principes actifs, les composés d'origine naturelle, synthétique et issus des biotechnologies.
Par contre, il y a quand même des limites dans ces composés naturels. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on obtient en faible quantité les molécules naturelles d'intérêt. Parce que du coup, comme conséquence, on doit piller la nature pour peu de résultats. Je vais essayer d'un peu mieux expliquer. Mais du coup, par exemple, si on coupe plusieurs arbres pour avoir cette molécule d'intérêt, ben, on va remarquer que, par exemple, on en coupe 3. Ben là, on aura vraiment, par exemple, trop peu de molécules d'intérêt. Pour 3 arbres, on n'aura que, entre guillemets, 1%. Et du coup, ça nécessite logiquement de couper beaucoup plus que 3 arbres pour avoir ne serait-ce qu'un peu de molécules naturelles. Donc, voilà, c'est une explication un peu bancale, mais voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, pour pallier à ce problème, il y a 2 solutions qui sont donc, bah, du coup, le titre du cours, c'est la synthèse et l'hémisynthèse. Donc, la synthèse chimique pour obtenir ces molécules, sauf qu'on se rend compte rapidement que c'est peu rentable, et l'hémisynthèse. On parlera donc de ces 2 méthodes, du coup, pour un peu après. Enfin, on en parlera de façon un peu plus détaillée. Mais du coup, là, un petit topo quand même sur l'hémisynthèse. Donc, quand la synthèse n'est pas possible, là, je l'ai remis encore, l'hémisynthèse, on se tourne vers cette voie lorsque la synthèse chimique totale d'un composé d'origine naturelle est impossible. Donc, à bien retenir. Avec quoi on fait de l'hémisynthèse? Avec des produits naturels purifiés, obtenus en grande quantité comme réactifs. Et qu'est-ce qu'on fait du coup de ces produits naturels purifiés? Eh bien, on fait diverses réactions de synthèse organique réalisées pour apporter des modifications structurelles adéquates afin d'obtenir la molécule d'intérêt. Donc là, j'ai fait exprès de décortiquer la phrase, mais je vais la lire dans son entièreté, comme ça sera peut-être plus logique pour vous. Donc, lorsque la synthèse chimique totale d'un composé d'origine naturelle est impossible, des réactions d'hémisynthèse doivent être envisagées. Pour cela, il sera nécessaire d'utiliser un produit naturel purifié et obtenu en grande quantité comme réactif, sur lequel diverses réactions de synthèse organique seront réalisées pour apporter des modifications structurelles adéquates, conduisant au final à l'obtention de la molécule d'intérêt d'origine naturelle. Donc voilà, dans le cours, ça fera une grande phrase comme ça. Moi, j'ai décidé de un peu la couper. Comme ça, c'est peut-être plus facile à comprendre et à retenir. Donc, l'idée centrale de l'hémisynthèse, c'est que c'est la nature qui réalise la moitié du travail. Parce que du coup, c'est à partir de produits naturels. On enchaîne du coup avec le chapitre suivant qui est sur la synthèse des médicaments. Là, on venait de parler de l'hémisynthèse, là on va parler du coup de la synthèse. Il y a plusieurs parties du coup dans cette partie, sauf que voilà, petit problème, c'est que moi, je m'arrête à là. Donc, je vais y aller très doucement. Ok. Donc, on va commencer par la définition. Qu'est-ce qu'une synthèse chimique totale? Bah, du coup, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est une synthèse purement chimique. La synthèse totale, c'est une synthèse complète d'une molécule organique complexe à partir de composés de départ simples, le plus souvent disponibles commercialement. Donc, à retenir, c'est qu'au début, c'est à partir de petits composés qu'on peut obtenir via, je dirais, des enseignes spécialisées dans la production de composés de départ simples. Et à partir de ces composés de départ simples, il y a diverses réactions qui amènent à la molécule organique complexe. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. C'est important, du coup, de bien avoir en tête qu'au départ, ce sont des composés simples pour amener à l'obtention d'une molécule organique complexe. Donc, à retenir, c'est le cas où le composé n'est pas produit à partir d'une molécule naturelle. Ça, on l'a vu tout à l'heure.
On vient de le voir il y a quelques instants. Le cas où le composé est produit à partir d'une molécule naturelle, là, on parle d'hémisynthèse. Donc, il y a plusieurs... le principal intérêt de la synthèse totale, c'est qu'elle est adaptable à la molécule recherchée. Donc, adaptable à la molécule cible recherchée. Et il y a aussi plusieurs successions d'étapes lors d'une synthèse purement chimique. Et cette petite phrase-là, ça apporte un enjeu assez important. C'est que du coup, pour la synthèse totale, il faut essayer, d'à partir de molécules simples, faciles à se procurer, il faut chercher à avoir le rendement le plus élevé possible. Donc voilà, j'espère que tout va bien là sur cette partie. Adaptable au sens où on peut faire varier les composés de départ pour mener à la molécule désirée. Alors, selon moi, oui, c'est exactement ça. C'est que du coup, comment dire, vu que c'est des composés disponibles commercialement, tout ça, on peut, comment dire, purée, oui, pour moi, c'est ça. Et aussi que, comme il y a plusieurs étapes, comme il y a plusieurs étapes, on peut toujours un peu s'adapter en fonction. C'est une explication un peu nulle. Je pense que Fabien aura une bien meilleure explication que moi. Mais attendez, juste, j'arrive pas à retourner en arrière. Mince, attendez, j'arrête juste 2 secondes de partage et je reviens. Ok, je refais le partage d'écran. On est bon. Ok, donc il y a plusieurs limites à la synthèse totale. Ceux qui sont listés dans le cours, du coup, c'est le fait que tout d'abord, la multiplication du nombre d'étapes nécessaires pour parvenir au produit, ça va amener à la formation de nombreux sous-produits et donc à la diminution du rendement. Pourquoi c'est une limite, la formation du sous-produit? Parce qu'en fait, les sous-produits, ils sont formés à chaque étape. Et comme il y a une multiplication du nombre d'étapes, ça va amener à encore plus de sous-produits. Et du coup, diminution du rendement. Parce que comme il y a énormément de sous-produits, en fait, les sous-produits, ça vient de la matière disponible. Et après, le produit final, il y en aura moins parce que du coup, la matière disponible a été utilisée pour la formation des sous-produits. Par exemple, imaginons qu'on a 2 kilos de matière première au début, lors de la première étape, pour avoir du coup la molécule d'intérêt. Pour obtenir plutôt le produit final. Du coup, on est passé de 2 kilos à la première étape à 10 mg à la dernière étape. C'est pas du tout rentable. Du coup, le rendement est très faible. Il y a également la formation de stéréoisomères. Et là, du coup, le fait qu'il y ait des stéréoisomères, ça va poser également un petit problème parce que la séparation de ces mêmes stéréoisomères va être difficile et très coûteuse. Donc là aussi, c'est une limitation, en tout cas pécuniaire, et surtout parce que ça prend du temps aussi. Et justement, conséquence, le temps est aussi une limite de la synthèse pure chimique, de la synthèse chimique totale, parce que du coup, il y en a énormément, on prend énormément de temps. Par exemple, le temps peut être assez long pour réaliser les différentes réactions chimiques, mais aussi pour découvrir et identifier une molécule tête de série. Cette molécule tête de série sera du coup optimisée pour devenir un médicament. On va continuer encore du coup avec la synthèse chimique des bêta-bloquants, qui est une synthèse chimique totale. Et là, du coup, il y aura différentes parties.
Et moi, du coup, je fais les catécholamines, l'indication des bêta-bloquants. Et Fabien, du coup, est censé faire la relation structure-activité des bêta-bloquants et la synthèse des bêta-bloquants. Parce que du coup, ça, c'est une partie un peu plus, comment dire, ça, c'est vraiment de la chimie, quoi. Et du coup, il sera plus à même à expliquer cette partie. Donc, les catécholamines, il y a donc les plus connus, voilà, ce sont l'adrénaline et la noradrénaline, qui est un composé assez ressemblant à l'adrénaline. Voilà, ce sont les catécholamines les plus courantes. Il faut savoir que les catécholamines, elles ont été découvertes il y a un peu plus d'1 siècle. Parmi ces catécholamines, du coup, on retrouve l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont des neuromédiateurs capables de se fixer sur les récepteurs bêta. Donc, c'est important de savoir qu'il y a plusieurs types de récepteurs bêta. Là, on va citer les récepteurs bêta 1 et les récepteurs bêta 2. Et attention, ces récepteurs bêta 1 et bêta 2 n'ont pas la même localisation. Donc, voilà, ça, cette partie, c'est à apprendre. Je vous ai fait un petit tableau en fonction du coup du type de récepteur et de la localisation. Le récepteur bêta se trouve au niveau du cœur et le récepteur bêta 2 se retrouve au niveau des bronches. Et là, j'ai fait un petit moyen mémotechnique que j'avais. On n'a qu'un cœur, donc bêta 1. On a 2 poumons, donc bêta 2. Je vais un peu expliquer on a 2 poumons, donc bêta 2. Les bronches, ça fait penser à poumons. Donc 2 poumons, 2, bêta 2, bronches. Si vous avez peur que ça vous induise en erreur, normalement non, vous pouvez remplacer par 2 bronches parce qu'on peut dire qu'il y a 2 bronches principales, mais c'est pas nécessairement exact non plus, quoi. Donc voilà, moi j'ai juste fait comme ça et ça m'aidait à retenir. Après, voilà. C'est juste pour vous retenir, quoi. C'est pas nécessairement obligé que ça soit toujours vrai, mais voilà. Donc, on va continuer avec ces catécholamines. La stimulation des récepteurs bêta-adrénergiques va provoquer des activités pharmacologiques différentes. Suivant, du coup, le type de récepteur bêta, que ce soit bêta 1 ou bêta 2, et leur localisation. Je vous ai fait encore une fois un petit schéma. Si vous voulez, vous pouvez le prendre en photo ou le refaire. On va y aller lentement. La stimulation des récepteurs bêta 2 bronchiques du coup, va provoquer comme activité pharmacologique la dilatation des bronches. Logique, bronche, bronchique, bronche, dilatation. Voilà. Donc, retenez bien ça. Voilà. Et la stimulation des récepteurs bêta 1 cardiaques va avoir un effet inotrope et chronotrope positif. Là, c'est un peu moins logique à retenir, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire un effet inotrope et un effet chronotrope. Et là, vous allez trouver ça logique. Donc, est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous avez réussi à prendre en note ce petit schéma en tout cas, est-ce que c'est compris? Parfait. J'y vais un peu lentement quand même, parce que voilà. Ok, on va continuer du coup avec l'effet inotrope et l'effet chronotrope. L'effet chronotrope, c'est la variation de la fréquence cardiaque. Donc, à partir de là, chronotrope positif, le cœur va se mettre à se contracter de manière plus fréquente. On va continuer avec l'effet inotrope. L'effet inotrope, c'est la contractilité myocardique. Donc, inotrope positif, le cœur va se mettre à se contracter de manière plus puissante. Donc, retenez bien ça.
chronotrope, variation de la fréquence cardiaque, inotrope, contractilité myocardique. Tous deux participent à l'augmentation de la tension artérielle. Et du coup, qui dit augmentation de la tension artérielle dit l'hypertension artérielle HTA, qui est donc une maladie. Donc voilà. Donc là, vous voyez cardiaque, myocardique, c'est lié au cœur. Donc, on peut revenir au schéma précédent. Là, ça y est, ça paraît beaucoup plus logique, quoi. Mais cardiaque, inotrope, chronotrope. Pourquoi ça induit forcément une maladie? Bah, du coup, si le cœur se met à se contracter de manière plus fréquente et que ça se contracte de manière plus puissante, ça augmente la tension artérielle. Et induit forcément, ça, je ne pourrais pas te dire forcément parce que je ne sais pas, mais pour moi, en tout cas, ça induit fortement, tu vois, ça. Je ne dirais pas forcément parce que c'est un peu une phrase un peu, voilà, ça voudrait dire une obligation, mais normalement, quand il y a vraiment une augmentation du rythme cardiaque et que, voilà, pour moi, l'hypertension artérielle, dans la plupart des cas, elle va se manifester. Si c'est passager, franchement, je ne saurais pas te dire. Mais souvent, quand les personnes qui ont une hypertension artérielle, ce n'est pas passager. Enfin, tu le vois bien quand tu prends la tension d'une personne, ça, dans une journée, ça va toujours être une tension assez forte, quoi. Donc, voilà. Après, je ne vais pas dire de bêtises, mais dans tous les cas, ça ne tombe pas au concours, cette question. Après, c'est vrai que c'est mieux pour comprendre. Mais tout ce que vous avez à retenir, c'est la définition de l'effet inotrope-chronotrope. Et c'est surtout, en fait, faut surtout que vous connaissiez ce que va amener la stimulation d'un récepteur bêta et la réponse pharmacologique. On va continuer avec la suite. Donc, je vous ai fait à retenir plus. Du coup, je vous ai refait un tableau. Voilà. Donc, ça, c'est un tableau qui est aussi présent dans le cours. Mais moi, je trouve que c'est plus facile de retenir en faisant des petits tableaux. Enfin, organes, type de récepteur bêta-adrénergique, activité pharmacologique. L'organe, ici, on a les bronches. Quel type de récepteur bêta? Du coup, 2. Et qu'est-ce que ça amène, la stimulation? La dilatation des bronches. Pareil, l'organe, le cœur. Type de récepteur bêta-adrénergique, type 1. Ça amène un effet inotrope positif et chronotrope positif. Et du coup, je vous ai fait une petite question, une petite interrogation. J'aimerais que là, vous essayiez de remplir en fait cette phrase à trous et également de remplir le tableau. Donc, on va faire un par un. J'aimerais que dans le chat, vous participiez. Je compte sur vous. Quelqu'un se lance? Je laisse un peu plus de personnes participer. D'autres personnes se lancent? Parfait. Ok, donc je vois qu'il y a 3 personnes qui répondent. On va faire du coup là, nan, des récepteurs. J'ai vu que vous avez répondu la stimulation. Ok, donc déjà, la stimulation des récepteurs. Quel type de récepteur?
Est-ce que vous avez la réponse à la stimulation des récepteurs? Missa, tu as écrit... Ah oui, Mathilde, tu as écrit bêta-adrénergique. Voilà, bêta, c'est important, c'est bien, vous avez bien retenu bêta. Donc, la stimulation des récepteurs bêta-adrénergiques va provoquer des différentes. Ah ouais, tout le monde dit réaction, mais c'est pas ça. Enfin, en soi, c'est la même idée, hein, mais c'est un mot, c'est un terme un peu plus... Ok, Mathilde, tu as dit activité. Ok, il manque juste un petit mot, un petit adjectif. La stimulation des récepteurs bêta-adrénergiques va provoquer des... Voilà, parfait, Ambre. Des activités pharmacologiques différentes, suivant le type de... Le type de quoi? Parfait, Mathilde. Récepteur bêta. Et du coup, leur... Parfait, localisation. Parfait. Parfait. Maintenant, on peut continuer du coup avec le tableau. On va commencer par remplir du coup la ligne. Organe, type de récepteur. Là, il y a 3 petits points. Normalement, c'est facile. Ça se ressemble là, petit indice. Type de récepteur bêta-adrénergique, parfait. Et là, il manque un petit truc. Bon, là, j'avoue, c'est difficile parce que j'ai pas rempli. Alors, Missa, tu as écrit réaction pharmacologique. Alors, voilà, c'est pas réaction, mais activité pharmacologique. Après, en soi, je peux pas t'en vouloir parce que, enfin, activité et réaction, pour moi, c'est à peu près pareil. Mais en tout cas, dans le cours, ils disent activité, donc voilà. Mais en soi, tu as l'idée. Après, bon, voilà, hein, après, en LAS, ils vont jamais vraiment vous interroger sur nécessairement une ligne d'un cours. Enfin, ça sera un peu plus des notions un peu plus larges, assez vastes. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir cette année. Donc voilà, mais quand même retenez activité pharmacologique. Ok, on va continuer du coup en remplissant ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je ne suis pas gentille aujourd'hui, désolée. Mais au moins, ça vous fait participer pour voir si vous avez bien retenu. Donc, ok, bêta 2, dilatation bronchique. Du coup, tu la bronche, voilà, bêta 2, parfait. Mathilde Desambres, parfait. Donc ici, on va mettre type de récepteur bêta-adrénergique, on va mettre bêta 2. Et comme activité pharmacologique, on répond donc dilatation. Donc cette ligne est faite. Et du coup, facile, pour cette ligne-là, vous pouvez répondre. Voilà, cœur bêta 1. On n'a qu'un cœur, voilà. Et comme activité pharmacologique, c'est... Voilà, parfait. Bah, merci d'avoir participé. On va donc continuer avec le diapo de correction. Donc, la stimulation des récepteurs bêta-adrénergiques va provoquer des activités pharmacologiques suivant le type de récepteur. Et là, vous voyez, j'ai oublié d'écrire récepteur adrénergique et leur localisation. Donc, voilà. Donc, enfin, en soi, non, je n'ai pas oublié vu que c'est induit avec ça, mais important de penser, de voir que c'est un récepteur bêta-adrénergique. Donc, le tableau est rempli. Organe, bronche, type de récepteur bêta-adrénergique, bêta 2, et activité pharmacologique, dilatation. Ah, dilatation, mince, j'ai écrit dilation, bon, on a compris. Et cœur, du coup, récepteur bêta 1 adrénergique et un effet inotrope positif et chronotrope positif. Donc, je vais
Je vais corriger ça. Et là, je suis un peu embêtée parce que c'est la partie de Fabien. Et moi, enfin... Attendez, hein, je vais juste vérifier. Oui, voilà, c'est bien la partie de Fabien. Moi, je peux pas vraiment prendre la relève parce que du coup, j'ai pas... Enfin, Fabien, lui, il pourra vous expliquer le cours. Moi, je vais juste bêtement vous comment dire, le résumé, quoi. Donc, ça serait pas intéressant que ça soit moi qui prenne la relève. Donc, je vais essayer de le contacter. Et au pire des cas, on fait une petite pause, enfin, le temps qu'il soit là. Ou alors, est-ce que vous voyez toujours le partage d'écran? Ou alors, j'essaye de passer directement à ma partie, mais du coup, enfin, en tout cas, c'est pas nécessaire d'avoir la partie de Fabien pour comprendre, je pense. Bon, attendez, je réfléchis. Euh, Bah si, quand même, il y a quand même une certaine logique, en fait. Donc, je sais pas. Je sais pas quelle solution on pourrait Je pense prendre. que on va attendre Fabien là. Normalement, il était censé se connecter à 10 heures. Il est presque 10 heures. Donc, Mm. je continue à essayer de le contacter. Mhm. On attend 15 minutes et au pire, s'il peut pas, ben, on enchaîne, hein, écoute, mais bon, Aussi. normalement, il est censé être là pour 10 heures. Donc, Ok, ça marche. Je vais voir si je peux pas, sinon déjà leur donner un QCM, enfin le QCM numéro 4, tu sais, c'est un QCM qui est relié à ma partie du cours qu'on vient de faire. vas-y, si tu veux, tu peux. Ok, ça marche. Alors, est-ce que vous êtes chaud pour un QCM? Parfait. Parce que du coup, on en a fait 4, donc là, il y a le temps de... Enfin, là, du coup, on va faire un des miens. Ok, alors attendez. Je remets le partage d'écran. Là, je vais vous laisser, je dirais, 1 minute 15. Ok, hein, je vous partage l'écran de suite. Voilà, je vais vous les lire, enfin vous lire les items un par un comme ça. Donc, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? A. La synthèse totale est la synthèse complète d'une molécule organique simple à partir de composés de départ complexes, le plus souvent disponibles commercialement. B. Dans le cadre de l'hémisynthèse, la nature réalise la moitié du travail. C. Newton et Gordon publient périodiquement un panorama des sources des principes actifs mis sur le marché, montrant qu'il est possible de définir 3 grands groupes d'origine pour les principes actifs. D. Les principales limitations de la synthèse des médicaments sont la multiplication du nombre d'étapes, la formation de stéréoisomères et le temps. Et enfin, l'effet inotrope et l'effet chronotrope participent à la diminution de la tension artérielle. Je vous donne 1 minute, donc là il est 39. On va dire à 40-41, vous aurez quoique, je vois déjà des gens qui répondent, mais on va dire d'ici 40, je veux que tout le monde réponde. Voilà. Hop, alors, je me mute. Je laisse un peu plus de temps pour répondre, sachant que j'ai mis un petit piège. Donc voilà, j'aimerais que tout le monde dans ce chat essaye de répondre, même si c'est pas grave si vous vous trompez, hein. De toute façon, dites-vous que là, vous venez de voir le cours, vous venez de le découvrir. Enfin, c'est assez, enfin, moi, j'aurais pas pu nécessairement répondre juste dès le début. Voilà, il y a combien de réponses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à la moitié. J'aimerais qu'encore plus de personnes essayent de répondre.
N'ayez pas peur. Encore une dernière personne et on va corriger. Parfait, Eva, tu viens de sauver tout le monde. Alors, donc je vois BCD, 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 BD. OK. Alors, est-ce que du coup, voilà, on va faire un item par un item. La synthèse totale est la synthèse complète d'une molécule organique simple à partir de composés de départ complexes, le plus souvent disponible commercialement. Pourquoi vous l'avez mis faux? Complexe, molécule organique complexe. OK, vous avez compris le premier piège, on a un deuxième. Voilà, c'est ça. J'ai inversé. Et ça, c'est typique des QCM. Donc, désolé pour cet item. Mais voilà, là, vous avez bien retenu que la synthèse totale, c'est une synthèse complète d'une molécule organique, d'une molécule organique complexe à partir de composés de départ simples. Donc, Ambre, elle a mis du coup la bonne définition. Donc, voilà, molécule organique simple, complexe, pardon, à partir de composés simples. Parce que du coup, c'est des composés simples que l'on peut trouver commercialement. Donc, le A était faux. Le B, pourquoi c'est juste? Non, je rigole. Non, le B, c'est texto court. Dans le cadre de l'hémisynthèse, la nature réalise la moitié du travail. Ça, voilà, c'est la notion centrale du cours, je dirais. La nature réalise la moitié du travail, voilà, 50%, voilà. D'ailleurs, on est sauvé, Fabien va arriver dans quelques instants. Ensuite, Newton et Gordon publient périodiquement un panorama des sources des principes actifs mis sur le marché, montrant qu'il est possible de définir 3 grands groupes d'origine pour les principes actifs. Là, beaucoup d'entre vous ont mis que c'était juste et je peux vous comprendre parce que tout est juste sauf Newton. Et là, c'est vrai qu'on peut se tromper. Enfin, même moi, quand je vous ai fait le cours, j'ai un peu bégayé. J'ai dit Newton au lieu de Newman au début. Enfin, j'ai dit les deux après. Mais c'est pas Newton, c'est bien Newman. Et là, j'ai vu que Mathéo, il a dit que Newton, c'est la pomme. Voilà, c'est vrai. Donc ça, c'était faux. C'était un piège pas très sympa, mais souvent, c'est un peu comme ça dans les concours. Donc voilà. Retenez bien donc les noms, c'est important, même si un item a l'air d'être juste, parce qu'il est très long, tout a l'air juste, il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas un petit piège. Par exemple, on aurait pu mettre Newman et Gordon, tout juste, et là, on aurait pu mettre 2 grands principes d'origine pour les principes actifs. Donc, voilà, faites toujours attention. L'AD, vous l'avez mis juste, et vous avez raison, c'était aussi c'était texte au cours aussi. Les principes PAL, du coup, limitation de la synthèse des médicaments, sont bien la multiplication du nombre d'étapes qui amène du coup à une diminution du rendement. La formation de stéréoisomères, qui du coup, la séparation de ces stéréoisomères est longue et coûteuse, non, est difficile et coûteuse, je crois. Et du coup, le temps qui est très long pour différents types de cas. Et la E, vous l'avez mis fausse. Pourquoi vous l'avez mis fausse? L'effet inotrope et l'effet chronotrope participent à la diminution de la tension artérielle. Voilà, Mathilde, c'est l'augmentation de la tension artérielle. Donc, on va continuer donc, avec la vraie correction. Donc, voilà, là, je vous ai souligné que j'ai inversé du coup. Voilà, simple, complexe, j'ai inversé. Donc, c'est bien organique, complexe, à partir de composés de départ simples. Dans le cadre de l'hémisynthèse, la nature réalise la moitié du travail. Oui, c'est une synthèse chimique d'une molécule à partir de composés naturels, possédant donc une partie de la molécule visée. Et là, voilà, Newton, c'était faux, c'était Newman. La D, texte au cours. Et la E, augmentation de la tension artérielle. Sachant que là, je n'ai pas mis
positif, mais normalement, c'est bien l'effet inotrope et chronotrope positif qui participe à l'augmentation de l'HTA, d'attention artérielle qui amène du coup à l'HTA. Ok, alors, je vais vérifier si Fabien est là. Il va arriver d'ici peu. Si vous avez j'allais dire des questions, mais j'espère qu'il n'y en a pas. Normalement, non. Mais je vais essayer d'y répondre si vous avez des questions. Après, je vous avoue que moi, ce cours, j'ai surtout appris par cœur. Donc, voilà, je ne saurais pas vous expliquer les trucs les plus compliqués. Quoique si c'est sur ma partie, ça va, je peux essayer. Mais vraiment, normalement, c'est un cours où on n'a pas nécessairement comment dire? Il ne faut pas nécessairement aller au-delà du cours, quoi, parce que dans tous les cas, il n'y aura pas de questions poussées dessus. Enfin, il n'y aura jamais du hors concours. Des infos sur de la noradrénaline, peut-être. Pour moi, tout ce que j'ai retenu, enfin, tout ce que je sais, c'est que c'est une catécholamine, hein, au même titre que l'adrénaline. Enfin, noradrénaline, adrénaline, tu vois, enfin, ça se rejoint. C'est un composé qui peut jouer le rôle d'hormone du coup adrénergique, et aussi de neurotransmetteur, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Enfin, c'est un... Ouais, enfin... Anecdote, la noradrénaline, on peut aussi l'appeler la norépinéphrine. Voilà. Enfin, vraiment pour vous dire que dans le cours, il n'y a pas d'infos en plus et en LAS, vous n'aurez pas d'infos en plus sur du coup, sur ce neurotransmetteur. Donc, enfin, sur ce composé organique. Donc voilà, enfin, vraiment dans le cours, en fait, si vous voulez, ils nous mettent l'adrénaline, la noradrénaline, ils nous disent que c'est des catécholamines. Après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bah, il y aura des infos du coup sur l'action sur le corps, sur la structure, tout ça, mais ça va être Fabien qui va vous les expliquer. Donc voilà, enfin, en gros, si vous voulez, ce qu'on va avoir comme enfin, la partie qui vous attend, que Fabien va faire, ça sera du coup quels sont vraiment au niveau de la structure hein, chimique, qu'est-ce qu'il a comme noyau, enfin, quels sont leurs effets, tout ça. Donc, voilà, mais après, des infos générales dessus, bah, ça s'arrête à là, quoi. Ça s'arrête au fait que ça peut jouer le rôle d'hormones adrénergiques et de neurotransmetteurs. Voilà. Mince. Ok. Hop. J'enlève le partage d'écran. Ah, bah ça y est, il y a Fabien. Bah, du coup, Fabien, je te passe la relève. Attends, je te dis le numéro du diapo. Tu reprends à partir de la diapo numéro 20. Voilà. Et après, je reprendrai la relève à partir du diapo numéro à partir du diapo numéro 30. Voilà. Donc, je vous laisse avec Fabien. Bonjour et désolé pour le petit retard. Et je lance le cours dans 2 petites secondes. Alors, est-ce que c'est bon, vous m'entendez?
Ok, parfait. Alors, du coup, on va parler de l'indication des bêta-bloquants. Alors, normalement, juste avant, vous avez parlé de l'adrénaline et la noradrénaline avec Léa. Donc, du coup, normalement, elle a dû vous parler des deux effets, donc inotrope et chronotrope. Et là, du coup, donc, on va voir donc, que les indications des bêta-bloquants. Donc, on va voir comment on va pouvoir traiter donc l'hypertension artérielle. Donc, pour ça, en fait, ils ont développé des antagonistes compétitifs des récepteurs bêta-adrénergiques. Donc, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois en chimie thérapeutique. On avait fait un petit rappel sur qu'est-ce qu'un antagoniste. Donc, pour développer ces antagonistes, en fait, j'ai pas marqué, ils ont utilisé le propranolol. Et du coup, on va vite fait revenir sur la définition donc, d'un antagoniste. Donc, en théorie, quand on va avoir un récepteur et un ligand, en fait, le ligand va pouvoir se fixer sur son récepteur donc par complémentarité. Et du coup, en fait, cette interaction va produire un effet. Donc, si on avait un médicament donc, qui était agoniste, en fait, ça aurait ressemblé à ce schéma-là. Sauf que là, en fait, l'idée qu'ils voulaient pour traiter l'hypertension, en fait, c'était de bloquer, en fait, le ligand donc endogène à se fixer sur le récepteur. Donc, du coup, on va avoir ce schéma-là. Et ça, en fait, c'est une interaction qui est donc bloquée par un antagoniste. Donc, c'est un antagoniste compétitif. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a juste à rajouter donc du ligand rajouter beaucoup plus de ligands. Et en fait, ça va pouvoir donc enlever le petit A en rouge qui est ici pour que le ligand puisse lui après se replacer. Ah voilà, du coup j'ai marqué ici. Donc, du coup, le chef de file, c'est bien le propranolol. Ensuite, on va voir donc la RSA, donc la relation structure-activité des bêta-bloquants. Donc, et ça qui me dérange. Hop. Donc du coup, on va voir la structure chimique générale des catécho ou catécholamines, ça dépend. Je crois que je le prononce très mal, mais bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer, donc ça c'est une structure chimique. Donc, si vous vous rappelez plus ou moins de ce qu'on avait vu, en fait, c'est la structure topologique. Et en fait, ici, vous voyez, on a un groupement R, donc ce groupement R, il peut soit être un atome d'hydrogène, soit un CH3. Vous allez voir que donc, dans la structure, on va repérer deux sites différents. Donc, on va voir le site en rouge qui va être donc, un noyau catéchol et qui correspond donc au site d'induction. Et en vert, on va voir donc un site de fixation qui est donc de l'aminoalcool. Donc du coup, eux, en effectuant des RSA, donc en vérifiant donc, l'activité pharmaceutique et les propriétés pharmacocinétiques, en fait, ils ont réussi à déduire donc, cette molécule-là, qui est le propranolol et qui est le chef de file donc, des bêta-bloquants. Donc, si vous regardez donc, ce qui s'est passé entre les deux, donc, on va voir que pour mon site de fixation, donc l'aminoalcool, on a bien donc mon carbone ici, là, qui est ici, qui est bien lié à un OH, et du coup, il manque une liaison pour lier à un H. Une liaison simple vers le bas, ok, c'est bon. Ce N-là, avec le H, ok. Et du coup, le R, soit c'était un H, soit c'était un CH3. Là, en fait, ça a été remplacé par un donc, CH qui est lié à deux CH3. Et du coup, pour le site de l'induction, donc avec le noyau catéchol, en fait, vous voyez qu'ils ont complètement changé la structure. Donc, on n'a plus un aromatique qui est substitué deux fois par des alcools, mais plutôt, en fait, on a deux cycles à coller et une fonction euh, es- euh, éther, je crois, ou ester, moins de deux, bref. Donc du coup, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bien qu'on a toujours la présence de notre site de fixation. Donc si on a cette présence, ça veut dire que cette structure-là, cette molécule, elle va avoir la capacité à se lier donc au récepteur. Parce qu'on a vu que le récepteur, le ligand pouvait se coupler au récepteur par complémentarité. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que vu qu'on a la présence d'un noyau naphtalène, en fait, eh ben, on va empêcher donc l'induction de l'effet biologique.
Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer si on produit cette molécule, qu'on la place à proximité des récepteurs bêta-adrénergiques? Et ben, du coup, l'adrénaline, elle ne pourra pas se fixer et du coup, le récepteur, il va pas être stimulé, il va être donc inhibé. Arrêtez-moi hein, dès que ça va trop vite ou quoi. Du coup, on va voir donc comment fonctionne la synthèse des bêta-bloquants. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, elle se fait seulement en 2 étapes. Donc, la première étape, on va avoir besoin donc d'un alcool aromatique et d'un époxyde halogéné. Donc ici, c'est un époxyde halogéné avec un chlore. AR, en fait, c'est pas écrit, mais hop, je vais remontrer. Voilà, en gros, là, vous voyez ce cycle. En fait, ça, c'est un aromatique. Et du coup, si c'est un aromatique, si c'est un alcool aromatique, ben, en gros, vous imaginez que c'est un phénol. Donc, en fait, vous enlevez celui-là, cet OH-là, et en fait, vous prenez que cette structure-là. Du coup, ça représente un alcool aromatique. Donc, avec un époxyde halogéné, donc quand on met les deux ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va obtenir donc un époxyde et un dérivé. Donc, ça, c'est un dérivé de type chlorhydrique. Donc, du coup, voilà. Il n'y a pas forcément de nom précis à retenir. Et du coup, en fait, de cet intermédiaire, de ce mélange intermédiaire, pardon, en fait, ils vont rajouter donc une amine. Donc, vous vous rappelez, on avait vu aussi donc la nomenclature des amines. Si mon amine elle est liée à un 1R, donc un carbone sp3, en fait, ça va être une amine primaire. Donc, on a besoin d'une amine primaire pour synthétiser un bêta-aminoalcool. Donc, pourquoi bêta-aminoalcool? Parce qu'en fait, vous voyez que ce carbone ici, on va dire que c'est la fonction principale. Et en fait, c'est le carbone alpha et le carbone bêta. Et du coup, c'est pour ça, en fait, on a un alcool d'un côté et une amine d'un côté. Donc, ça s'appelle un bêta-aminoalcool. Et si vous regardez, en fait, ça ressemble exactement à plus ou moins peut-être celui-ci. Parce que là, on a aromatique. En fait, c'est celui-là, sauf qu'en fait, là, il est substitué par des H. Non, en fait, non, je dis n'importe quoi. Non, en fait, c'est celui-là, c'est le propanol qu'on fait. Parce qu'on avait bien le H, le NH avec le R ici, et on avait OH, hop, O-aromatique. Sauf qu'en fait, si on a que O-aromatique, on en a qu'un, alors qu'en fait, on est censé en avoir deux. Mais c'est pour ça, en fait, là, c'est pas expliqué directement. C'est juste qu'ici, on doit avoir donc deux cycles aromatiques pour bien reproduire les naphtalènes. Je pense, mais après, enfin, vu que ça n'a pas été détaillé pendant le cours, donc du coup, voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, en fait, on va voir qu'on peut faire de la synthèse chimique. Et en fait, on va voir si on a la possibilité d'en faire sans solvant. Parce que généralement, enfin, vous avez déjà tous fait des expériences en chimie, les trois quarts des choses se passent dans un milieu liquide. Donc, il y a un problème ici. Donc, du coup, on va voir donc, les différents solvants donc, en chimie, on va voir leur rôle, on va voir les principaux solvants. Et ensuite, on verra leurs inconvénients. Après, on va parler de la synthèse en phase solide, et puis après, on va parler donc de deux exemples en synthèse de phase solide. Alors, les solvants en synthèse chimique. Donc, on va voir le rôle des solvants. Donc, en fait, vous savez que généralement, donc, comme j'ai dit, on utilise assez souvent les solvants donc, en synthèse chimique. Mais en fait, le souci, bon, j'en reviendrai après. Donc, en fait, le rôle de ces solvants permet plusieurs choses. Donc, tout d'abord, on va pouvoir dissoudre les réactifs et les amener en contact. Donc, parce que généralement, ce que vous faites. J'ai plus mon exemple en tête. Bon, tant pis. Ça permet aussi donc d'extraire des composés qui sont solubles dans un mélange. Donc ici, il avait donné l'exemple de l'infusion de thé. Et on peut aussi réaliser donc la purification des produits. Donc vraiment, ça sert vraiment pour tous les solvants. Donc après, on va vous donner une petite liste donc, des principaux solvants en synthèse chimique. Donc on va retrouver les solvants hydrogénocarbonés avec le benzène et le cyclohexane. Je pense que vous avez déjà tous utilisé du cyclo. Ensuite, on va voir les solvants oxygénés, donc l'acétone, je pense que vous connaissez, le méthanol, les éthers.
Et ensuite, les solvants halogénés, ben, tout ce qui est chloroforme et dichlorométhane, par exemple. Donc, du coup, c'est là où je voulais en venir. En fait, les solvants, c'est bien, mais ça a quand même quelques inconvénients. Généralement, quand vous utilisez des solvants en chimie organique, vous êtes obligé de les manipuler donc sous haute ou sous Sorbonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont être très volatiles, voire toxiques, voire reprotoxiques. En fait, généralement, ils sont pas tous toxiques ou reprotoxiques, mais généralement, vu que ce sont des volatiles, en fait, ben, ça va pas directement impliquer leur toxicité ou leur reprotoxicité, mais faut savoir qu'une bonne certaine sont toxiques. Et ensuite, pour ben, éliminer ces solvants, parce que bien évidemment, on ne peut pas laisser un produit avec un solvant là-dedans. Si jamais, je sais pas, vous créez un médicament et que vous utilisez un solvant, c'est ben, je sais pas, le chloroforme, ben, si à la fin, vous voulez purifier, ben, vous êtes obligé d'enlever tout ce chloroforme, sinon c'est pas bon. Et donc du coup, il s'avère que toutes ces étapes, donc, pour purifier et éliminer ces solvants, elles vont être consommatrices d'énergie et aussi elles vont donc créer des polluants en plus. Donc du coup, là, ce qu'on voit, c'est que en fait, la synthèse chimique en milieu liquide, en fait, elle est assez coûteuse et du coup, elle pollue. Donc, est-ce qu'on pourrait pas du coup se tourner vers une synthèse qui s'appelle une synthèse en milieu solide? Donc du coup, on va voir ce qu'est la synthèse donc en milieu solide, en phase solide. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technique qui est assez nouvelle en fait. Elle s'est développée il y a une trentaine d'années plus ou moins. Donc c'est assez récent. Ça nous permet aussi donc l'utilisation de grandes quantités de solvants. Donc si ça nous permet ça, ben, du coup de une, ça va nous aider pour nous, pour notre santé, parce que ils vont être, ça va pas être volatile et ça va pas forcément être toxique ou reprotoxique. Aussi, euh, ça va permettre aussi ben, de devoir utiliser beaucoup donc d'énergie ou de créer des polluants quand on va devoir ben, faire des lavages pour ben, éliminer ces solvants. Et donc, du coup, en fait, le concept ici va être très simple. Donc, comment ça va marcher? Donc, vous savez que pour faire une réaction chimique, il nous faut au minimum 2 réactifs. D'accord? Donc, on va prendre un réactif qu'on va fixer sur un support solide. Donc, ici, il avait donné l'exemple donc d'un polymère tel que le polystyrène. Donc, le réactif A qui est fixé sur un support. Et ensuite, je vais rajouter donc un autre réactif, donc le réactif B, qui va être lui ajouté en excès. Pourquoi en excès? Du coup, c'est pour avoir un rendement acceptable. Et s'il en a excès, s'il n'était pas en excès et qu'on avait juste qu'on en avait rajouté plus ou moins dans les mêmes concentrations, en fait, la réaction, peut-être, elle ne serait pas bien déroulée ou il y aurait eu d'autres soucis. Et ensuite, ah oui, les produits secondaires, en fait, ils sont éliminés par lavage et filtration. Donc, en fait, ça, c'est limite un peu de la chromato, parce que vous avez quelque chose qui va être donc accroché sur un solide, et du coup, en fait, vous avez juste à balancer, soit faire de l'ultrafiltration ou faire du lavage, et en fait, il y a tout qui va descendre. Donc, c'est vraiment comme la chromato. Donc, maintenant, on va voir donc les avantages et les inconvénients. Donc, à gauche, ce sont les avantages, à droite, ce sont les inconvénients. Donc, ce qui est bien, c'est que le support, c'est un support solide. En plus d'être solide, il est recyclable. On a une grande stabilité chimique des supports, donc du coup, on va avoir une synthèse qui va être moins dangereuse. Donc ça, c'est bien. Les manipulations et les traitements sont plus simples, parce qu'en fait, on a tout à mettre dans un gros réacteur et hop, ça se fait. On peut rendre donc ces opérations automatiques. Et en plus, ben, on peut faire ça très bien pour des grosses ou des petites quantités. Donc ça, c'est parfait. Le seul souci, c'est que ben, justement, le rendement, ils vont pas être assez ouf. Donc, c'est pour ça, justement, ils ont essayé de trouver un problème pour pallier à ça. Donc, c'est ajouter l'autre réactif en excès, mais on n'aura jamais un bon rendement. Après, j'ai pas de valeur à vous donner parce qu'il n'en a pas donné. Vu que tout est dans un réacteur, ben, en fait, on va avoir du mal à contrôler la progression de la réaction. Ensuite, on va avoir du mal, du coup, à caractériser les intermédiaires de synthèse. Donc, les intermédiaires de synthèse, en fait, c'est imaginez une réaction qui va se faire en 10 étapes, mais en fait, peut-être il va nous rester quelques produits de l'étape 3, par exemple.
Et du coup, le dernier inconvénient, c'est que les polymères, il n'est pas toujours stable face aux conditions utilisées. Donc là, c'est tout, je crois. Ok, ok. Ah oui, donc du coup, maintenant, on va voir donc, la synthèse peptidique. Donc, on va voir le principe de Merrifield. Donc, vous allez voir, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est vraiment un truc assez simple. Donc, du coup, vu qu'on est toujours en phase solide, on a notre polymère solide ici, donc qui est accroché. Et ici, on a C2CH2OH. Et on va ajouter donc un premier acide aminé. Donc en fait, ça, quand vous voyez que c'est entouré comme ça, en fait, ça veut dire que les fonctions, elles seront protégées. Enfin, je vous épargne tous les principes donc des BOC, etc. Mais en fait, là, vos fonctions, elles sont protégées. Donc, tout d'abord, on va mettre donc un premier acide aminé et on va vouloir le fixer. Donc, on l'introduit donc dans mon milieu, sauf qu'on va devoir faire une étape qui s'appelle une étape de déprotection. Donc là, on va déprotéger donc la partie C-terre. Donc, à partir du moment où ça va être déprotégé, en fait, on va pouvoir faire une liaison ici. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ok, ouais, bref. Bon, je vous épargne tout ce qui est chimie. Donc, du coup, là, mon acide aminé, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu se fixer donc sur le polymère. Donc, la première étape, en fait, c'est une étape de déprotection de la fonction acide carboxylique du premier acide aminé pour se fixer. Ok. Mais du coup, là, on a fait donc quelque chose. Et du coup, la suite, ça va être quoi d'après vous? Là, on a fixé donc notre premier acide aminé. Donc, on a dû déprotéger la fonction acide carboxylique. Donc, du coup, ça serait quoi la deuxième étape? Enfin, deuxième et troisième. Ouais. Donc, du coup, on va bien déprotéger donc, la fonction amine terminale ici. Hop. Donc, du coup, là, vous voyez bien que cette fonction-là, elle est déprotégée. Donc, si elle est déprotégée, ça veut dire qu'elle va pouvoir interagir avec quelque chose. Donc, vous voyez, c'est toujours lié. Donc, Rn ici, c'était pour signifier que c'était l'acide aminé N. Hop. Donc, du coup, étape 2, déprotection de la fonction acide terminale. Hop. Et ensuite, ben, on va dire l'étape 3, qui est pas vraiment l'étape 3, c'est on rajoute un deuxième acide aminé. Et puis là, on va répéter toutes ces opérations. Donc, on va donc déprotéger cette partie-là, donc l'acide carboxylique en N terminal. Puis on va déprotéger donc l'amine en N terminal. Et à la toute fin, donc la chaîne peptidique, elle est libérée du support avec une réaction qui est appropriée. Et cette réaction, en fait, c'est une réaction qui ne va pas altérer donc notre chaîne peptidique ou alors la liaison peptidique en elle-même. Parce que bien évidemment, en fait, ici, là, en fait, il faudra couper ici pour pouvoir en fait libérer notre petite chaîne. Ok, donc ben, grâce aux travaux donc, de Merrifield, en fait, il y a deux approches de synthèse en phase solide qui se sont développées. Donc, d'un côté, on va voir la synthèse séquentielle. Donc, cette synthèse, elle est adaptée pour des peptides donc de petite et de moyenne taille. Et en fait, ça utilise le même principe que celui de Merrifield. Et du coup, l'autre synthèse, c'est la synthèse donc, qui est convergente. Donc, elle est adaptée pour la synthèse de grands peptides. Et en fait, on peut assembler donc, plusieurs fragments de peptides donc, issus par synthèse séquentielle. Et on va du coup ben, l'assembler grâce à la synthèse convergente pour former un plus gros peptide. Donc, ici, ben, c'est un exemple de synthèse peptidique donc, du support solide qui ben, a utilisé donc, les deux, donc, et la synthèse séquentielle et la synthèse convergente. Donc en fait, ça s'appelle le peptide T20, donc il est commercialisé sous le nom de Fuséon. Et du coup, en fait, ça va empêcher donc l'entrée du virus VIH en fait dans la cellule humaine. Voilà, ça, c'était pour la petite anecdote et le petit exemple. Donc maintenant, on va passer donc au petit 3. Donc synthèse en mélange ou comment réduire la quantité de solvant utilisé lors de la phase de discovery. Donc la phase de discovery, c'est
Si vous vous souvenez de la chimie orga, c'est quelle étape? Ouais, découverte d'une molécule active, parce que je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais toujours dans ça, c'était l'étape 2, qui se fait en même temps que l'étape 1. Donc, là, donc on a besoin aussi de purifier notre hit. Et je crois que je l'avais marqué en plus, et je l'avais souligné, j'avais dit qu'on reviendrait dessus. Ok, donc du coup, le caractère itératif, donc itératif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se répète plusieurs fois, donc la synthèse peptidique sur support solide, elle a permis donc de mettre au point un procédé qui va être automatisable. Donc en fait, ça c'est vraiment le feu. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que grâce à tout ça, dans les années 90, en fait, il y a eu le développement de la synthèse combinatoire. Donc dans les années 90. Donc en fait, cette méthode, en fait, elle a permis donc plusieurs petites choses. Donc tout d'abord, elle a permis de... Et en fait, elle a été développée pour découvrir de nouveaux candidats médicaments. Ensuite, cette méthode de chimie combinatoire, elle permet donc de produire dans un laps de temps très court un grand nombre de composés selon une voie réactionnelle qui est bien définie. Donc ça ne se fait pas au pif comme ça. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on a donc une grande diversité de produits de départ. On peut synthétiser donc des collections entières de molécules, donc, ou ce qu'on appelle aussi chimiothèque, donc on en avait parlé, à l'aide d'opérations très simples et automatisables. Elles permettent aussi donc de baisser les coûts de recherche par 10. Donc ça, c'est vraiment donc, un des points clés. Et aussi, du coup, ben, ça permet de raccourcir le délai donc, requis pour la mise sur le marché, qui était de 3 à 4 ans à 2 ans. Donc en fait, vous voyez vraiment que dans les années 90, c'était vraiment le grand bond donc, de la chimie pharmaceutique. Et en fait, le souci, c'est que en utilisant cette méthode, c'est exactement, on en avait parlé en fait, c'est que ben, si en fait nous on va sélectionner par rapport à une activité désirée, donc on va dire on veut par exemple que ben, notre molécule qu'on va détecter agisse sur ça, sur telle indication, et ben, le truc c'est qu'on va en fait, ce qui va se passer, c'est que potentiellement on va pouvoir découvrir donc d'autres molécules, mais en fait ces molécules elles vont être actives mais pour d'autres indications. Si on cherchait donc un truc par rapport à l'hypertension, on a trouvé par exemple le propranolol, mais peut-être à côté il restait, je sais pas moi, il restait, allez hop, le lévothyrox, on invente donc pour l'hyperthyroïdie, pour le manque de thyroïde, pardon. Et ben du coup, on serait passé à côté du lévothyrox. Donc c'est pour ça, en fait, c'est l'une des limites de la chimie combinatoire, c'est qu'on peut passer à côté d'autres structures. Et on en avait aussi parlé donc en chimie thérapeutique, qu'on pouvait passer à côté d'autres structures si jamais on étudie ça que dans une indication et pas pour d'autres. Donc là, du coup, on va voir donc le principe de la chimie combinatoire qui est assez simple, en fait, vous allez voir. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais en fait, il faut juste comprendre. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va avoir ici donc, deux blocs. On va avoir le bloc A et le bloc B. Donc, on va avoir 5 blocs A, donc le bloc A1, le bloc A2, le bloc A3, le bloc A4 et le bloc A5. Puis après, on va avoir 100 blocs de type B. Donc, on va avoir des molécules de B1, B100, ici de A1 jusqu'à A5. Donc, en fait, à chaque fois qu'elle va donner donc un résultat positif, donc du coup, en fait, après, les banques, elles vont être divisées. Donc là, donc, au début, on avait notre bloc A1 jusqu'à A5 et de B1 jusqu'à B5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le bloc A1, puis le A2, puis le A3, puis le A4, puis le A5, et on va garder donc les 100 molécules à chaque fois. Donc ici, dans le bloc A1, on va avoir le réactif A1 et 100 réactifs B. Hop, pareil pour A2, sans réactif B, etc. Donc du coup, là, on va voir que le résultat qui a été retourné positif, il s'est retrouvé donc avec la molécule A3 et parmi une des molécules entre la B1 et la B5. Et du coup, après, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, après, on va exactement répéter, sauf qu'on va couper donc le compartiment B. Donc ici, il le coupe en 5 à chaque fois.
Pourquoi? Bah, parce qu'on avait 5 blocs. Donc ça, en divisé par 5, ça fait 20. Donc du coup, on va couper les blocs B en 20 molécules. Donc du coup, bah, vous voyez que dans le bloc A3, B1, A20, ça n'a pas été retourné positif. Donc du coup, ça ne se trouve pas ici. Donc là, hop, il remarque que le résultat est positif donc dans le bloc B41 à 60. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, après, ils vont recouper donc 20 en 5. Donc ça va faire de B41 à B60, mais du coup en 5. Donc de B40 en 4, pardon. Donc de B41 à B44, etc. Et en fait, cette étape, elle va être répétée. En fait, du coup, ils vont juste affiner leur recherche jusqu'à ce qu'ils peuvent identifier donc leur molécule qui porte l'activité. Et du coup, là, c'est à Léa, je crois. Oui, du coup, je pense que je vais refaire un partage d'écran. En tout cas, merci Fabien pour ta partie. De rien. Ok, alors, je crois qu'il faut d'abord que tu arrêtes ton petit partage. Voilà, parfait. Et ok, alors je reprends, je partage l'écran. Ok, est-ce que vous voyez Oui, normalement, vous voyez. Parfait, du coup, là, on va entamer une nouvelle partie du cours. C'est la partie 3 qui porte donc sur l'hémisynthèse des médicaments. Donc, c'est ce qu'on a pu voir dans les diapos précédents. Donc, on va commencer par la définition. Comme on a vu tout à l'heure, c'est un cas particulier de la synthèse chimique. En gros, la molécule de départ est donc directement issue des substances naturelles. Alors, donc là, on a donc la définition qu'il faudra que vous appreniez. C'est du coup la synthèse d'une molécule réalisée à partir de composés naturels ayant déjà une partie de la molécule visée. Quand est-ce qu'on fait de l'hémisynthèse? C'est lorsque la synthèse chimique totale est impossible ou bien lorsqu'elle a un rendement trop faible, comme on a pu voir tout à l'heure. L'enjeu sera donc multiple. C'est celui d'apporter des modifications nécessaires à une molécule naturelle. Et l'intérêt, du coup, c'est d'économiser des étapes de fabrication par rapport à une synthèse totale. Donc, voilà, vous avez vu que la nature a réalisé la moitié du travail de la synthèse. Et donc, ça, c'est important de bien retenir que dans le cas de l'hémisynthèse, c'est la nature a une place importante et c'est elle qui facilite le travail. Donc, voilà, je vais peut-être un peu expliquer pourquoi, en fait, ça permet d'économiser... oui, en fait, non, pardon. Ça permet d'économiser des étapes parce que, du coup, la nature a déjà... est un peu un précurseur dans l'hémisynthèse. Donc, il y a plusieurs objectifs dans la modification d'une molécule naturelle. En premier, c'est de renforcer l'activité de la molécule d'origine naturelle. Il y a aussi la réduction du coût de production et également, du coup, améliorer un rendement. Et il y a aussi l'atténuation des effets secondaires de la molécule naturelle. En effet, du coup, la modification réalisée peut être soit légère, donc on peut parler d'une retouche, mais elle aura quand même un effet considérable, même si c'est une modification légère. Mais elle peut être aussi plus profonde. Là, on parle d'un remaniement. Et dans ce cas, le motif responsable de l'activité dominante est le seul conservé. Dans les deux cas, les molécules garderont un profil pharmacologique voisin de la molécule mère. Donc, là, on a vu donc les trois objectifs de l'hémisynthèse et on va donc détailler ces trois objectifs un par un et on pourra voir du coup des exemples de composés hémisynthétiques. Donc, l'hémisynthèse des médicaments en vue de renforcer l'activité. On va prendre comme premier exemple, du coup, des antibiotiques de la famille des pénicillines. Les pénicillines, elles ont une puissante activité du coup antibactérienne et une certaine innocuité. On va un peu voir un petit point historique de comment en fait on a découvert la pénicilline,
comment il y a eu je dirais, enfin, la recherche, en tout cas, pour amener à un composé hémisynthétique. OK. Donc, la personne qui a découvert les pénicillines s'appelle Alexander Fleming. C'est comment dire, un bactériologiste anglais qui, à son retour de vacances, est un peu surpris par l'aspect d'une boîte de pétri dans laquelle il avait cultivé des staphylocoques. Donc, en gros, c'est des bactéries. Parce qu'en fait, dans sa culture, il voit, dans sa boîte de pétri, il voit qu'il y a des colonies blanches assez verdâtres d'un champignon, le pénicillium, et autour de ces colonies de pénicillium, l'absence de pousses bactériennes. Et en fait, la boîte de pétri, elle avait donc été polluée par cette souche de Penicillium notatum, qui était, comment dire, une souche qui appartenait à un de ses collègues. Donc, en gros, 1928, Alexander Fleming découvre et nomme par accident la pénicilline, issue d'un champignon Penicillium notatum. Donc, en gros, il faut retenir, là, on voit du coup la boîte de pétri, là, les staphylocoques, donc la bactérie, et la pollution par le pénicillium. Et là, on peut voir que du coup, hop, plus de bactéries. Donc, activité antibactérienne. Donc, 1928, découverte de la pénicilline, issue du champignon Penicillium notatum. On a vu donc que ça marchait. Donc, en 1941, la pénicilline a été utilisée pour la première fois chez l'homme. Et ça donnait des résultats spectaculaires. Les recherches qui ont été suivies mettent en évidence quand même la difficulté de la production de cette substance. Voilà. 1945, beaucoup plus de chercheurs, là on parle de plus d'un millier de chimistes anglais et américains, travaillent donc sur la synthèse chimique totale de la pénicilline, sauf que problème, un rendement faible parce qu'il était inférieur à 0,1%. Donc, voilà, la synthèse chimique totale de la pénicilline, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile que prévu. Donc, on est obligé de s'orienter vers les voies naturelles de production de la pénicilline. Et donc, à partir de 1946, on adopte un procédé de fermentation pratique qui conduit donc à l'abandon de l'approche par synthèse chimique. Donc voilà, la synthèse elle n'est plus envisageable pour la pénicilline. On va donc se tourner vers l'hémisynthèse. Quand même, là, on va faire un peu étape par étape parce que du coup, avant de se tourner vers des composés hémisynthétiques, on a quand même... il y a plusieurs types de pénicilline. Il y a d'abord la substance naturelle, la pénicilline G. Donc, c'est là où il y a eu les premiers essais de la substance extraite de Penicillium notatum sur des humains. Et voilà, démonstration enthousiasmante de son activité antibactérienne, mais le moins, c'est que l'utilisation limitée de cette pénicilline, parce que le spectre antibactérien est étroit, et il y a également des apparitions de souches bactériennes résistantes. Spectre antibactérien étroit, c'est que du coup, c'est efficace sur une quantité limitée, en tout cas sur des types bien catégorisés de bactéries. En gros, elle n'est pas efficace tout le temps et partout. OK, problème, du coup, c'est que quelques années donc, après le début de l'utilisation de la pénicilline G, cela a amené à l'apparition de souches bactériennes résistantes. Donc, les pénicillinases, qui est un enzyme sécrété par des bactéries résistantes. Pourquoi, du coup, on parle de résistance aux pénicillines naturelles? Parce que, du coup, les pénicillinages protègent les bactéries
en détruisant du coup les noyaux bêta-lactam de la structure chimique des pénicillines. Donc, c'est pour ça. OK. Donc, on va continuer avec la pénicilline M. Et là, du coup, on va parler de substances hémisynthétiques. En effet, elle a été produite suite à l'isolement en 1959 de l'acide 6-aminopénicillianique, qui est donc cet acide est le squelette de base des pénicillines, la matière première pour la préparation de la pénicilline hémisynthétique. Donc, les plus. Cette fois-ci, elle a, comme la pénicilline G, une activité antibactérienne assez importante, en raison de la présence du noyau bêta-lactam dans sa structure. Les moins, c'est que l'utilisation reste quand même encore limitée. On parle encore du problème de spectre antibactérien étroit. À noter donc et à retenir que les pénicillines M sont les premières pénicillines hémisynthétiques et le chef de file est la méticilline. Enfin, dernière catégorie de pénicilline, la pénicilline A. Donc, c'est sa deuxième pénicilline hémisynthétique. Elle a une activité antibactérienne élargie, surtout vers d'autres espèces bactériennes. Donc là, on n'a plus ce problème de spectre antibactérien étroit. Et le chef de file, donc, c'est l'ampicilline. Donc là, je vous ai aussi incorporé l'acide 6-aminopénicillianique et également le noyau bêta-lactam qui est entouré là. Et donc ça, c'est la structure générale des pénicillines. Donc, petit tableau récapitulatif. En fait, pourquoi il y a eu plusieurs pénicillines? Déjà, parce qu'on a vu les plus, les moins, et c'était à cause en fait du spectre antibactérien étroit qu'on est passé donc de la pénicilline G jusqu'à la pénicilline A. Donc, voilà. À savoir donc que la pénicilline G, c'est la substance naturelle qui a été produite par Penicillium notatum. Ça a amené à la production de deux composés hémisynthétiques de pénicilline hémisynthétique, la M et la A. À retenir donc que M, chef de file méthicilline, la A, chef de file ampicilline. Donc, petit moyen mémotechnique pour se souvenir en fait de l'ordre chronologique de l'apparition, de la production de ces pénicillines. GPA, gestation pour autrui, qui ressemble à GMA. C'est, moi en tout cas, c'est un sujet assez d'actualité GPA, donc je me dis que tout le monde en a entendu parler. G, gestation, P qu'on remplace par M pour, et A, autrui, on garde A. Enfin voilà, c'est juste pour se souvenir de l'ordre, parce que des fois, ça peut tomber. Donc voilà, je vous donne ça, vous faites ce que vous voulez de ces moyens mémotechniques. Moi, ça fonctionnait, mais après, peut-être que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc voilà, après les pénicillines, donc là, c'est les pénicillines avant, les composés hémisynthétiques avant, c'était pour renforcer l'activité. Parce que du coup, pour passer d'un spectre antibactérien étroit à un spectre antibactérien large. Là, on va parler donc d'une hémisynthèse qui a été faite en vue de réduire les coûts et donc d'améliorer conséquemment donc, le rendement. Donc là, on va parler du paclitaxel. Donc, comment dire? C'est un composé obtenu par hémisynthèse parce que sa synthèse chimique totale était trop complexe pour être économiquement rentable. Donc, voilà. Paclitaxel, molécule anticancéreuse, à l'origine isolée de l'écorce d'olive du Pacifique. Là, j'ai mis cependant pas intéressant parce que il fallait abattre un grand nombre d'arbres, d'écorce pour obtenir l'écorce d'olive du Pacifique. Il fallait en abattre énormément pour finalement obtenir une quantité assez faible de paclitaxel. Donc, c'est pour ça que j'ai mis que c'était pas intéressant. Voilà. La synthèse chimique totale, elle a été très difficile, du paclitaxel, parce que du coup,
voilà, parce que la molécule était trop complexe et du coup non applicable pour une production industrielle, parce que là, on devait faire, en fait, pour obtenir cette molécule-là, 40 étapes pour seulement 2% de rendement. Donc voilà, la synthèse totale, du coup, elle ne paraît plus envisageable. Donc, voilà, ça c'est l'IF du Pacifique. Et comme je vous ai parlé du problème d'abattage d'un certain nombre d'arbres, bah là, voilà, mouvement écologique. Il y a eu, comment dire, il y a eu plusieurs mouvements écologiques pour la simple et bonne raison que l'IF du Pacifique, bah, vu qu'il y avait une forte déforestation, on avait peur d'une certaine extinction de cette espèce-là. Eh bien, il fallait se tourner vers la voie de l'hémisynthèse. Et donc là, on va parler du coup du rôle de l'IF européen. Comment dire, Pierre Cottier, c'est la personne qui a étudié les feuilles de l'IF européen, parce que du coup, c'était le directeur de l'Institut de chimie des substances naturelles du CNRS à Gif-sur-Yvette, à ne pas retenir. Mais du coup, comme il était directeur de son institut, il avait un jardin. Enfin, en tout cas, dans le parc, en tout cas de son institut. Et il y avait de l'IF européen. Et en fait, il travaillait déjà sur la production d'une hémisynthèse rapide et pratique du paclitaxel. Et ça tombe bien parce que comme dans ce parc, il y avait de l'IF européen, il a pu, avec son équipe, identifier le 10 des acétylbacatine 3. Faiblement active, mais quand même isolée en quantité importante pour devenir, en tout cas pour être considérée comme une source renouvelable. Et donc, comment dire, on peut remarquer du coup que le 10-désacétylbacatine ressemble fortement au paclitaxel. Donc, découverte par Pierre Cottier de la 10-désacétylbacatine 3, issue des feuilles de l'IF européen, considérées comme source renouvelable. Les avantages, c'est que du coup, elle peut être considérée comme matière première dans l'hémisynthèse du paclitaxel, avec un rendement excellent de 1 g par kilo de feuilles fraîches. Tout cela amène à la considérer donc comme le précurseur modèle pour l'obtention du paclitaxel. Également, en plus donc, du 10-désacétylbacatine 3, il y a eu également l'identification d'un nouveau composé hémisynthétique ayant aussi une excellente activité anticancéreuse, le docétaxel. Donc, le docétaxel, il a été découvert au cours des travaux menés pour cette occasion, pour l'hémisynthèse du paclitaxel. Donc, à retenir, c'est que voilà, petit diaporama issu du cours du professeur, que vous verrez. En résumé, voilà, IF européen 10-désacétylbacatine. Soit on peut... soit c'est... Ok, attendez, je reprends. Donc, l'IF du Pacifique et l'IF européen, ça n'a pas besoin de passer par l'hémisynthèse, paclitaxel. Mais sinon, on peut aussi passer par l'IF européen. Là, on isole, enfin, on trouve le 10-désacétylbacatine 3. Soit on peut faire le paclitaxel directement, soit on passe par l'hémisynthèse. Et là, on passe par le... Enfin, soit on fait directement l'hémisynthèse pour obtenir le paclitaxel, soit on peut faire aussi une hémisynthèse pour obtenir le docétaxel. Voilà. Donc, désolé, ce n'était pas très, très clair, mais normalement, vous comprenez avec le schéma. C'est juste pour résumer tout ce qu'on vient de dire. Tout ça, finalement, pour dire que le paclitaxel et le docétaxel, ce sont les médicaments les plus couramment utilisés pour la lutte contre le cancer, comme le poumon et, sur le sein, et du sein, parce que du coup, ils ont une action sur les microtubules. Maintenant, on va passer donc à l'objectif 3, qui est une hémisynthèse des médicaments, en vue de réduire les effets secondaires indésirables. Donc, on va parler de la camptothecine, qui a été isolée en 1996 de la Camptotheca acuminata. En effet, parce que la molécule naturelle a été beaucoup trop toxique. Donc là, il y a eu des essais cliniques qui ont démontré la survenue
d'effets indésirables. Et du coup, des effets indésirables comme la diarrhée, les nausées, la toxicité hématologique et la cystite hémorragique. Tout cela a amené à l'arrêt du développement de la molécule vers 1970. Parce que la camptothécine, en fait, il y a eu des effets cliniques parce qu'elle était une molécule intéressante, parce qu'elle avait une puissante activité anticancéreuse, mais pour toutes les raisons que l'on vient de citer, ce n'était pas intéressant, parce que c'était beaucoup trop toxique. Donc, dans les années 1980, là, c'est un peu une année, la tournante, si on peut dire, parce qu'il y a eu la découverte du mécanisme d'action de la camptothécine. On voit donc que ça fonctionnait par la topoisomérase de type 1, et donc regain de l'intérêt. La camptothécine redevient la cible classique en synthèse organique. Donc, hémisynthèse, obtention du topotécan, qui dérive donc de la camptothécine. Et là, il a un double avantage. Premièrement, donc, il garde son activité anticancéreuse, mais surtout, elle est beaucoup mieux tolérée que la camptothécine. Donc, ça, bien retenir que le topotécan est bien mieux toléré que la camptothécine, qui était beaucoup trop toxique au vu des essais cliniques. Donc, le topotécan est utilisé en tant que traitement de nombreux cancers. Donc, on va continuer par les QCM. Voilà, on a terminé cette partie qui était assez courte, mais qui est assez importante parce que chaque année, en fait, si vous voulez, la partie que je viens de vous dire, il y a beaucoup de questions qui retombent dans les QCM. Ils vont dire, par exemple, quelles sont les molécules hémisynthétiques. Il ne faudra pas se tromper. Donc, on va commencer par le premier QCM. Je vais vous laisser faire. Là, il est 10h38. On va dire qu'à 40, on va corriger. Donc, je vous laisse jouer. Ok, il est 40. J'ai vu plusieurs réponses. Ok. Alors, la plupart d'entre vous a répondu C. Il y a eu aussi le E. Alors, ok. Ok, on va voir ça étape par étape. Pourquoi la E est fausse selon vous? La A? Non, c'est aucune des réponses.
Enfin, ouais. Ah non. Ok, donc la A, pourquoi c'est faux? Euh, Alors, voilà. Ok, il y a plusieurs problèmes, enfin plusieurs problèmes dans ce système. C'est que déjà, il y a un double piège. La pénicilline A fut découverte en 1938 par Alexander Fleming. Alors, déjà, ce n'est pas la pénicilline A, vu que ça, c'est un composé hémisynthétique, c'est la pénicilline G. Ensuite, elle ne fut pas découverte en 1938, mais en 1928. Voilà. Pourquoi ce piège? Pour vous rappeler l'importance en fait des dates, mais également de l'ordre chronologique des pénicillines. La B, pourquoi c'est faux? Ambre, parfait, pas naturel, la M. Exactement. Vous vous souvenez du moyen mémotechnique? GPA, GMA. G, substance naturelle. MA, du coup, composé hémisynthétique. Donc voilà, la pénicilline M a bien un spectre antibactérien étroit, mais c'est un composé hémisynthétique. Voilà, comme tu as dit, Maria. La C. Donc, la plupart d'entre vous ont dit que c'était vrai. Oui. Les pénicillines de type M ont comme chef de file la méticilline. Là, il n'y a pas de piège. M, M, voilà. Et la D. Pourquoi c'est faux pour la D? Voilà. C'est faux parce que c'est l'acide 6-aminopénicillianique. Vous pouvez remercier Fabien pour ce piège. Et enfin, pour la E, alors j'ai vu que quelqu'un avait répondu que c'était l'IF européen, mais non. Voilà, Fabien répond aussi. Pénicilline, c'est Penicillium notatum et l'IF européen, c'est le 10 désacétylbactine 3. Donc, voilà, c'était un petit piège parce que les pénicillines sont extraites donc du Penicillium notatum. Donc, voilà la petite correction si vous avez besoin. Enfin, du coup, c'est un résumé de tout ce que l'on vient de dire, de tout ce qu'on vient de répondre ensemble. Si c'est bon, on peut enchaîner avec le QCM, pardon, le QCM numéro 2 du coup. Je n'ai pas laissé le choix. Ça, c'est le QCM de Fabien. On va donner combien de temps? On donne, quelle heure il est? Il est 45. On va dire qu'à 46, 47, vous devez répondre. Bonne chance.
Bon, je vous aide, il n'y a personne qui a eu la bonne réponse encore. Parce que je suis gentil. Bon, ben, du coup, je pense qu'on va commencer à corriger. Alors, est-ce que la A, d'après vous, est juste? Si vous vous souvenez de ce qu'on avait parlé, en plus, c'est moi qui vous ai présenté ce diapo. Est-ce que le propanolol, il est bien utilisé pour traiter l'hypertension artérielle? Allô? Ah. Et alors non, si, voilà, non, justement, le propanolol, je vous avais dit que c'était le chef de file des bêta-bloquants. Et justement, les bêta-bloquants, ça permet de diminuer donc cette hypertension. Donc du coup, la A, elle était correcte. Ok, la B, donc le propanolol est un agoniste des récepteurs bêta-adrénergiques. Est-ce que vous pouvez dire si c'est vrai ou faux? Et si c'est faux, pourquoi? Ouais, c'est bon, c'est ça, c'était un antagoniste. Donc là, j'ai juste joué sur les mots. La question c'est, le propranolol possède une chaîne de type éthanolamine. Celle-là, et elle est très très vache et en plus elle était tombée dans un QCM d'anal. Ouais, aminoalcool, Mathilde, mais est-ce que alors un aminoalcool, ça veut dire quoi? Aminoalcool, c'est quand on a bien une amine et un alcool. Et du coup, dans éthanolamine, t'as quoi dans éthanolamine? C'est de la nomenclature, hein. On a ol, ouais, et on a amine. Donc en fait, dans les aminoalcools, on peut très bien retrouver donc une éthanolamine ou une pentanolamine, etc. Donc en fait, la C, elle était correcte. Euh, en fait, ouais, ça c'est donc du coup c'est éthanolamine, donc ol, alcool, amine, bah, amine. Donc du coup, on a bien les deux fonctions. En fait, c'est juste quand le éthane là, il sert à nous dire bah, plus ou moins combien de carbone on va avoir donc pour notre aminoalcool. Donc ouais, vraiment la C, c'était vraiment le gros piège de cette partie-là. Mais vous verrez quand vous aurez accès aux annales et quand vous aurez accès aux cours, vous allez voir que cette question, elle est tombée genre littéralement comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu bien connaître la nomenclature. Et c'est quoi, Mathéo? Je comprends pas la A. Enfin, si tu peux développer ou dire à l'oral. Ouais, ouais, la A, elle est vraie. Justement, le propranolol, pardon, il est bien utilisé donc, dans le traitement de l'hypertension artérielle. Parce que justement, c'est un bêta-bloquant. Ok. Du coup, la D, le propranolol possède un noyau catéchol. Ouais, c'est bien le naphtalène. Donc, le catéchol, je sais plus, je sais qu'il y a c'est un des deux qui est correct. Donc, je vous rappelle, pour les bêta-bloquants, on a toujours donc notre aminoalcool ou éthanolamine, si on va être précis, c'est un type d'aminoalcool, pour le site de fixation. Et le catéchol, donc, on va le retrouver généralement pour les catécholamines ou catécholamines. Donc, c'est ce qui va induire la... C'est le site de l'induction. Et donc, du coup, dans le propranolol, ça avait été substitué par le naphtalène. Donc, du coup, on n'avait pas donc l'expression suite à la fixation donc, des récepteurs bêta-adrénergiques. Et pour la E, ben, le propranolol possède un noyau bêta-lactam. En fait, le noyau bêta-lactam, c'est réservé aux antibiotiques. Et du coup, c'est chez les pénicillines. Vas-y, du coup, Léa, tu peux passer au diapo suivant. Voilà, là, je vous avais mis les explications. Et oui, retenez bien que catéchol, c'est pour catécholamine. Donc, c'est noradrénaline, adrénaline et il en reste dopamine.
Ah, vas-y, tu peux passer, c'est bon. S'il n'y a pas de questions. Ok, donc du coup, on va commencer à corriger. Alors, pour la question A, la synthèse séquentielle permet de synthétiser des gros peptides. Donc, du coup, ça, c'est faux. Pensez que généralement, on avait donc la synthèse séquentielle et convergente. La séquentielle, vu qu'on fait quelque chose en séquentiel, dites-vous que ça va être petit ou moyen. Donc, on va couper ça en séquence pour éviter que ce soit trop grand. Donc, la A, elle est fausse. Alors, la question, la B, la synthèse chimique en phase solide permet d'avoir des synthèses chimiques moins dangereuses. Ça, c'est vrai. Donc, ça fait partie des avantages de la synthèse chimique en phase solide. La C, donc le noyau catéchol et le site de fixation, bah, du coup, non, c'est l'induction, le site d'induction. Donc, je vous rappelle que le site de fixation, c'est l'aminoalcool, qui peut être aussi éthanol, une éthanolamine, pardon. Alors là, les solvants ne sont pas volatiles, mais peuvent présenter une certaine toxicité. Ben, du coup, c'est faux. Les solvants, généralement, ils sont volatiles. Et du coup, ben, certes, il y en a qui peuvent présenter une certaine toxicité. Et la E, la chimie combinatoire permet de ne pas passer à côté d'autres structures potentiellement actives pour d'autres indications. Ben, du coup, ça, c'est complètement faux, parce que ça, c'est l'une des limites, en fait, de la chimie combinatoire. C'est qu'on peut passer à côté donc d'autres indications parce que nous, on cherche que cet effet-là et pas un autre. Du coup, la bonne réponse était la réponse B. Donc du coup, là, voilà, je vous ai remis les petites explications. Donc voilà, après, enfin, vous avez vu que ce cours-là, il n'est pas non plus très compliqué à apprendre.
Il y a beaucoup de culture G un peu. Et voilà, voilà. Voilà, voilà. Et ouais, si jamais vous avez des questions, genre sur tout ce qui est donc médicaments, enfin, n'hésitez pas à revenir vers moi sur Discord, par exemple. Parce que vu que je suis assez calé là-dessus, donc je pourrais répondre à vos questions. Et s'il y a des choses encore, je vais le répéter, s'il y a des choses qui n'ont pas encore été abordées ou que vous pensez qu'ils devaient être abordées, ben, si ça l'a pas été, c'est que le prof ne l'a pas présenté et donc qu'il ne faut pas en tenir compte. Par exemple, je sais pas moi, la structure de... Est-ce qu'il faut apprendre la structure par cœur merde. Des catécholamines, ben non. Enfin, je crois qu'il avait dit qu'il fallait pas l'apprendre. Et mon Discord, c'est... Hop, je suis sur le Discord du TAM, hein, je suis en vert. Et sinon, c'est mon pseudo là sur Discord. Donc ouais, vraiment, après là, avec les cours qu'on vous a fait, vraiment, ça vous enlève pas toutes les épines du pied, mais une grosse partie des épines. Après, vous avez juste un peu à les relire. Et après, vous verrez avec les vidéos que les profs ils ont fait, ça ne pourra être que parfait pour vous. Voilà, voilà. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur ce cours-là? Ou sur un autre cours des médicaments, hein. Donc chimie orga, chimie thérapeutique, oui. Ok, mais si vous n'avez pas de questions, ben, je pense que vous pouvez partir et de profiter de votre samedi. Ah oui, ils sont déjà tous partis. Ah, ça me fait. Il reste que Mathéo, mais Mathéo, je pense qu'ils sont endormis.